Business Industrie, le salon 100% dédié aux industriels de Champagne-Ardenne. 200 exposants ici au parc des expositions de Reims pour faire briller l'industrie de Champagne-Ardenne. Pour ce sujet phare de l'après-midi, réindustrialisation, construisons ensemble l'industrie de demain. J'accueille notre président de région, donc celui de la région Grand Est, monsieur Franck Leroy. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. J'accueille également Nathalie Vaxelaire, présidente de l'UIMM Lorraine. Soyez la bienvenue madame. Bonjour. Et enfin Nicolas Gros-Didier, le président de l'UIMM Champagne-Ardenne. Soyez le bienvenu monsieur. Bonjour. On commence par vous, Franck Leroy, c'est vous qui ouvrez le bal. Vous êtes le président de la région Grand Est depuis 2023. Qu'est-ce qui a changé dans la région en termes d'emploi, d'implantation, de dynamique industrielle et surtout, de quoi êtes-vous le plus fier ? Alors, il y a beaucoup de questions derrière cette question. Qu'est-ce qui a changé depuis 2023 ? J'allais dire quasiment tout, puisque depuis la période Covid, on vit quand même une période extrêmement troublée, avec une succession de crises. On en vit encore une du côté du détroit d'Ormuz depuis quelques semaines maintenant. Et ces crises s'enchaînent, s'emboîtent les unes dans les autres et rendent la problématique industrielle et économique d'une manière générale assez complexe. Ce qui, en revanche, est stable, c'est l'attractivité de notre région en matière industrielle, puisqu'on reste la 3e région industrielle de France aujourd'hui, la 2e par la balance commerciale, et il n'y a quand même pas beaucoup de régions en France qui disposent d'une balance commerciale positive, et la 3e en termes d'attractivité, à l'échelle française et la 9e à l'échelle européenne sur 242 régions. C'est pas rien. On le doit évidemment à plusieurs éléments. Un, on est une région où le mot industrie a encore du sens. L'industrie a fait la richesse de nos territoires. Elle a fait aussi la crise de certains de nos territoires. Donc elle est parfois douloureuse dans l'esprit des uns et des autres, ce qui pose d'ailleurs une difficulté en termes de recrutement et d'orientation, parce que dans beaucoup de familles, le terme industrie fait un peu peur, parce que des grands-parents ou des parents ont pu être à un moment victimes d'une crise industrielle. Mais le mot industrie ne fait pas peur dans notre région, dans le sens où il y a une acceptabilité de l'industrie très forte, qu'on a des territoires industriels qui sont fiers de l'être, ils ont raison. Ça, c'est un point extrêmement important, parce qu'on sait qu'aller installer de l'industrie dans certaines régions de France, c'est plus très en vogue ou très bien accepté. Chez nous, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. On a ensuite une tradition en termes de formation industrielle, puisqu'on a à peu près 25 écoles d'ingénieurs, des universités importantes, une disponibilité d'énergie très forte et très excédentaire, qui plus est une énergie bas carbone. Autant dire qu'on a très objectivement des facteurs, au-delà du facteur géographique, qui fait que la région compte 750 km de frontières avec 4 grands pays, Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse, qui sont des partenaires industriels et commerciaux extrêmement importants. Donc on a vraiment, dans cette région, une densité d'activités industrielles forte, un nombre d'emplois industriels qui dépasse les 300 000. On doit être à l'échelle globale sur une dimension extrêmement forte, avec évidemment de la métallurgie, de l'industrie agroalimentaire, des industries autour de l'énergie, toute une série de la santé et bien d'autres, qui sont, pharmacie, santé, etc., qui sont des éléments forts de notre écosystème économique et qui font que, dans une crise difficile pour tout le monde, notre région résiste plutôt bien. Justement, parlons-en de cette crise qui est difficile. Aujourd'hui, on va aller droit au but. Les entreprises de la région, elles doivent avancer. Décarbonation, passage au numérique, innovation, diversification des marchés même. Comment la région Grand Est accompagne ces entreprises très concrètement ? Alors, il y a eu une prise de conscience au moment du Covid. Parce que d'un seul coup, je rappelle un souvenir qui est douloureux pour tout le monde, tout s'est arrêté. Et à ce moment-là, on ne savait pas dans quel état on retrouverait et l'outil industriel, l'outil commercial de la région. À cette époque, mon prédécesseur, Jean Rotner, a rencontré la préfète de région, Josiane Chevalier à l'époque, et on a décidé de travailler différemment et d'organiser surtout ce qu'on a appelé le Business Act, qui nous a permis de rebondir autour de l'idée d'accompagner les grandes transformations exigées par les temps nouveaux que l'on vivait. La notion de souveraineté industrielle, de souveraineté énergétique, les problématiques de santé, d'environnement, de numérique. On parlait encore à peine de l'intelligence artificielle en 2000, mais ça s'est accéléré et à quelle vitesse après. Et donc on a imaginé des process qu'on a appelés Grand Est Transformation, visant à permettre aux entreprises, à partir d'un diagnostic à 360, d'identifier très clairement leurs besoins, que ce soit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'industrie, de l'environnement, de la santé ou d'autres secteurs, de manière à les mettre en
en contact avec des offreurs de solutions qui existent sur nos territoires, qui sont des offreurs de solutions du Grand Est, de manière à faire progresser les entreprises, d'abord dans l'élaboration d'un diagnostic assez complet, et ensuite c'est évidemment à l'entreprise de privilégier sa stratégie et d'opter pour tel ou tel type d'investissement dans le domaine de la recherche, de l'innovation ou de l'investissement productif. Et cette démarche-là a fonctionné, elle fonctionne aujourd'hui beaucoup, ce qui fait qu'on accompagne énormément d'entreprises. Je crois qu'on a accompagné depuis la création de la région Grand Est 27 000 entreprises, allez, ce qui est assez considérable. Alors parfois sur de simples diagnostics, mais parfois, et je reconnais un certain nombre de noms en parcourant les allées de ce salon, d'entreprises dont nous sommes partenaires, qui vont pouvoir, grâce à la région, grâce à des fonds européens qu'on arrive aussi à mobiliser, puisque nous gérons les fonds européens, accompagner la modernisation d'une entreprise, le renouvellement d'un matériel de production, ou alors des démarches de recherche et d'innovation, ce qui est évidemment absolument indispensable quand on sait l'importance et la dureté de la concurrence internationale. Et aujourd'hui, Franck Leroy, on cherche aussi à attirer les entreprises, à les retenir. La région Grand Est, elle se positionne comment là-dessus ? On est une région d'attractivité économique. Si on est, d'après le Choose France, si on prend les références de Choose France ces dernières années, on est toujours sur le podium des 3 premières régions en termes d'attractivité, et on a l'intention de continuer. Quand on prend l'étude EY de 2025, on est la 3e région la plus attractive de France sur le plan industriel et la 9e d'Europe. J'ai cité ce chiffre tout à l'heure. Ça veut donc dire qu'il y a un travail qui est fait grâce aux atouts que j'ai évoqués tout à l'heure, grâce aussi au travail qu'on a avec le réseau des acteurs français de l'attractivité économique. Je pense à Business France, je pense à BPI, je pense à tous ces acteurs qui, dans le giron de l'État et avec les services de l'État, on travaille très étroitement avec le ministère de l'Industrie, nous permet de se positionner efficacement sur certains projets industriels. Pour ça, il faut aussi faire preuve de réactivité. J'ai en tête des rendez-vous qui ont été assez stratégiques, auxquels j'ai eu la joie et l'honneur de participer, mais qui ont été décisifs pour des décisions d'implantation, parce que aujourd'hui, quand un grand groupe étranger se positionne quelque part en Europe, il met en concurrence les régions, il met en concurrence les territoires susceptibles de l'accueillir, et ça se joue parfois sur la vitesse avec laquelle on est en capacité d'accorder un rendez-vous, la vitesse avec laquelle on va délivrer les permis de construire, d'où la relation avec l'État qui est extrêmement importante, pour que cette phase de permitting, ce qui inclut toutes les démarches administratives qui peuvent apparaître comme une complexité, soit rendue simple par le fait que nos équipes travaillent main dans la main avec celles de l'État, avec évidemment également les établissements publics de coopération intercommunale, les intercos, qui sont essentiels dans leur rôle, puisque c'est elles qui très souvent disposent du foncier économique. Donc quand on arrive à avoir l'interco, la région et l'État alignés, avec un même discours, une même capacité à se mobiliser, on devient tout de suite attractif. Merci beaucoup Franck Leroy. Si vous l'acceptez, je vais donner la parole aussi à nos amis de l'UIMM, à commencer par vous, Nicolas Grosdidier. Avant de parler de réindustrialisation, peut-on parler de soutien aux industries, n'est-ce pas ? Oui, aujourd'hui, on traverse une crise majeure. On a eu la guerre en Ukraine et puis les difficultés au Moyen-Orient. Ça a été un coup d'arrêt, je dirais, à la reprise économique que l'on a pu percevoir depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on subit des hausses du carburant, donc des hausses de coûts de transport, on subit des hausses de matières premières, on subit une arrivée massive de produits asiatiques. Je ne vais pas parler de véhicules automobiles, mais aujourd'hui, le leader de la fabrication de véhicules automobiles se trouve en Chine. On a du mal à trouver des réponses un petit peu à ces difficultés. Aujourd'hui, parler d'aide, parler de subventions, je pense qu'il faut arrêter. L'industrie, le monde économique, toutes les entreprises ont été biberonnées aux subventions. Donc on est lucide. Je dirais l'ADN d'une entreprise, c'est la lucidité. On sait, Monsieur le Président, que vous n'avez plus les mêmes moyens que vous aviez hier. Donc comment allons-nous pouvoir passer d'une économie qui était aidée, subventionnée, à une économie aujourd'hui où chacun devra un petit peu se débrouiller par soi-même. Comment allez-vous faciliter un petit peu les choses ? Comment aujourd'hui, est-ce que l'on peut aujourd'hui arrêter de rajouter des couches, notamment des taxes aux nouvelles taxes ? Donc il y a des choses sur la mobilité, sur le transport qui sont en cours dans la région Grand Est. Et donc il faudrait absolument qu'on puisse envoyer un message aux industriels sur
le changement de paradigme qui consistait à une économie subventionnée, demain à une économie qui s'auto-alimentera. Oui, c'est vrai, c'est un système qu'on connaît depuis trop longtemps. La vraie difficulté tient au fait qu'on a fait peser sur les entreprises des charges extrêmement élevées, qu'on essaie de compenser par des subventions, ce qui n'est pas très logique. S'il y avait moins de charges, il y aurait moins de besoin de subventions. Il y a ensuite la question, je réponds très directement à votre interrogation concernant le contexte international, qui tient au bouclier européen. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on laisse entrer en Europe, notamment sur le plan industriel, des produits qui arrivent à bas prix, qui sont l'objet d'une forme de dumping, et la Chine nous en a apporté plusieurs démonstrations, et qu'on a besoin aujourd'hui, si on veut continuer à avoir une industrie européenne, donc régionale, si on veut continuer à exister sur la scène internationale, on ne peut pas à la fois imposer de nouvelles normes à des entreprises, des normes toujours plus contraignantes sur le plan environnemental, etc., et laisser le marché ouvert à des produits qui, eux, ne supportent pas ces charges ou ces coûts. C'est valable pour sur le plan agricole, et je rejoins la préoccupation du monde agricole, c'est la même chose sur le plan industriel. On ne peut pas demander à nos industriels d'être les plus vertueux du monde et en même temps laisser se déverser à Anvers ou à Rotterdam des milliers de bateaux qui amènent des produits chinois qui ne correspondent à aucune des exigences qu'on impose aux entreprises européennes. Donc là, il y a une musique qu'on commence à entendre de plus en plus fortement du côté de la Commission européenne, et je m'en félicite, qui consiste à considérer que l'Europe doit se protéger, l'Europe doit exiger à l'entrée sur le marché une part de production européenne, par exemple une voiture européenne, une voiture qui demain entre sur le marché européen doit comporter 40 à 50% de matériel européen, ou alors on vient s'installer en Europe pour produire, mais on ne peut plus laisser entrer dans le domaine automobile comme dans d'autres domaines des produits qui sont massivement subventionnés, produits dans des conditions plus que discutables, ne correspondant pas aux normes européennes, et ensuite se désoler de voir l'industrie française et donc l'industrie européenne souffrir par le fait que la concurrence étrangère est de plus en plus vive. La France, comme l'Allemagne et comme tous les pays industriels, connaissent cette situation. On est intervenu, moi je suis allé à plusieurs reprises à Bruxelles pour aller discuter avec les commissaires européens. Aujourd'hui, je pense qu'on va dire que le discours côté européen, il est beaucoup plus clair. Maintenant, il faut qu'on passe du discours aux actes, et il faut, et je crois que c'est prévu d'ici l'été, qu'il y ait véritablement une forme de protectionnisme européen qui s'applique, y compris d'ailleurs sur les achats publics, puisque aujourd'hui, on ne peut pas distinguer dans un marché public un produit qui a été fabriqué en Chine et qui est distribué par un Français d'un produit qui a été fabriqué en France et qui est distribué par le fabricant. Donc il faut qu'il y ait de la discrimination là-dessus, il faut qu'on soit autorisé dans l'achat public comme dans toute la sphère commerciale, qu'on puisse distinguer des produits qui sont plus vertueux parce que produits en fonction des normes qu'on veut à l'échelle européenne, mais aussi protégés du reste d'une concurrence européenne. Je rappelle par ailleurs que certains pays, et le plus grand d'entre eux, les États-Unis, ne se privent pas de taxer, quand il en a envie, les produits venant d'Europe. Donc il y a un moment où il faut que l'Europe se sente comme une puissance, se comporte comme une puissance, et qu'elle soit beaucoup plus ferme sur le sujet. À notre échelle, vous avez raison de dire à la région qu'on ne pourra pas suivre cette course aux subventions éternellement. D'abord parce que l'État ne se gêne pas pour nous contraindre fortement. En 3 ans, on aura fait un effort de 220 millions d'euros d'économie à l'échelle de la région. Ça veut dire qu'on ne peut pas éternellement augmenter les subventions. Je pense que si déjà on travaille sur un peu moins de complexité, notamment de complexité administrative, qu'on fiche un peu plus la paix aux chefs d'entreprise, je pense qu'ils seront ravis d'avoir en contrepartie peut-être moins d'aide publique, tout simplement parce qu'ils auront davantage la liberté d'entreprendre. Si l'on reste en France, Nicolas Grosdidier, pour ce qui est de la question de la compétitivité de la région, on ne peut pas occulter la fiscalité qui est très très lourde pour les industriels. Donc on parlait de fiscalité, bien sûr, mais ne pourriez-vous pas mettre un moratoire en place sur ça ? Si, ça marche. Un moratoire en place sur les nouvelles taxes. Les taxes sur la mobilité vont peser, alors en premier lieu pèsent sur les transporteurs, mais les transporteurs vont répercuter cette taxe aux utilisateurs. L'utilisateur final, lui, il n'a pas forcément la capacité de répercuter les taxes. Compte tenu des circonstances économiques, politiques d'aujourd'hui, ne pourriez-vous pas différer ce sujet majeur, certes structurant pour le territoire, mais aujourd'hui on est quand même innovant dans la région Grand Est. Sur le territoire, l'ensemble du territoire national n'a pas encore pris vos initiatives.
ne pourrions-nous pas différer un petit peu ce sujet dans le temps? Alors vous parlez de l'éco-contribution poids lourd. Oui, bien sûr. Je le dis pour les gens qui nous écoutent parce que tout le monde n'a peut-être pas en tête cet élément. Qu'est-ce qui se passe sur ces routes nationales? On gère depuis 1 an et demi maintenant 525 km de routes nationales pour le compte de l'État. Depuis une quinzaine d'années, l'état de nos routes ne fait que se dégrader. Pour quelle raison? L'État n'a plus les moyens d'investir. Et tout le monde sait aujourd'hui, compte tenu des finances de l'État, que l'État n'investira pas dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, sauf aller chercher de nouveaux moyens de financement. Nous, on a proposé de reprendre la gestion de ces routes nationales. C'est la RN4, qui, grosso modo, part de Phalsbourg en Lorraine et va jusqu'à l'entrée de la région parisienne. Et l'axe de l'A31, c'est grosso modo Luxembourg-Toul, Luxembourg-Nancy, qui sont deux axes. En tout cas, l'A31, un axe totalement saturé aujourd'hui, avec un coût économique induit, c'est qu'effectivement, aucun des transports qui s'opèrent entre Nancy et Luxembourg se fait dans des conditions satisfaisantes parce que le temps de transport est systématiquement rallongé. Les embouteillages, c'est des heures de transport de perdu pour les transporteurs, mais pour toutes les entreprises. Et côté RN4, on a l'un des axes les plus accidentogènes de France. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on était prêt à prendre en gestion ces routes. On a déjà multiplié par 4 les investissements sur ces routes par rapport à ce que faisait l'État, mais qu'on était prêt à le faire si on avait la possibilité d'avoir un financement dédié. Ce financement dédié, il existe partout autour de chez nous. Il existe en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne. Et ça fonctionne. Et ces pays n'ont pas perdu de compétitivité. Par contre, ils ont des conditions de circulation bien meilleures que nous. Quand on voit que sur la RN4, on a des aires de repos dans lesquelles les toilettes sont restées parfois fermées pendant 1 an, on se met à la place d'un routier, on se met à la place des milliers de camions qui, tous les mois, circulent sur ces axes. Ce sont des axes absolument indispensables au développement économique. Le pari qu'on fait, c'est qu'en modernisant cet axe, on rendra les conditions de compétitivité bien meilleures pour les territoires concernés. Ça ne concerne pas toute la région. Dans les Ardennes, la RN4, on ne connaît pas. Il y a un tas de départements, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, qui ne sont pas concernés par ces axes. Mais en améliorant les conditions de circulation des marchandises et des hommes, on améliore la compétitivité de l'économie avec un prix qui sera à 70% de ce prix payé par des routiers étrangers, puisque 70% du trafic poids lourd est du trafic poids lourd étranger. On a une opportunité de créer un effet levier et qu'on compensera pour les entreprises régionales. C'est pour ça qu'on travaille avec l'ensemble des filières industrielles et agricoles pour trouver des moyens de compensation. C'est-à-dire que si effectivement ça crée des charges supplémentaires, qu'on trouve le moyen d'accompagner les entreprises ou les filières par des investissements dans la transition énergétique notamment, dans le verdissement des camions, subventionner du camion électrique, on a le droit de le faire à partir de la ressource de l'éco-contribution. C'est dans les textes européens, c'est-à-dire que si on récupère par exemple 100 millions d'euros par an, qui est 100 millions d'euros par an qui auront été payés pour 70 millions d'entre eux par des entreprises étrangères, on pourra aider les entreprises régionales à améliorer leur mobilité, à passer notamment aux camions électriques. On pourra aider également les entreprises à gagner en compétitivité par de l'investissement productif dans ces entreprises. Donc c'est le pari qu'on fait, mais si on ne fait rien, dans 5 ans ou dans 10 ans, on aura des routes dans le même état. Dans le même état, non. Dans un pire état encore, on aura des ouvrages d'art qui seront fermés, on aura des déviations un peu partout, et on aura au bout du compte du temps de circulation qui se sera accru. Simplement un chiffre, aujourd'hui on a plus de 100 000 Lorrains qui vont travailler tous les jours au Luxembourg. Ils seront entre 120 000 et 130 000 dans moins de 10 ans. Ça veut dire qu'on aura rajouté, grosso modo, des transports quotidiens entre 20 et 30 000 de plus de personnes qui vont se déplacer sur ces routes. C'est-à-dire que l'engorgement actuel va être pire dans quelques années. Nous, notre projet, c'est de mettre une 3e voie sur l'autoroute A31 pour qu'on puisse améliorer les conditions de circulation et donc améliorer la compétitivité économique de ces axes. Merci Franck Leroy. Et ce sont des taxes, je veux dire, dédiées. C'est-à-dire que le budget de l'éco-contribution, il est 100% dédié aux mobilités et il sera placé sous le contrôle du monde économique puisqu'on a proposé dès le départ à dire que voilà, dans les choix qui seront faits, il y aura des recettes d'un côté, il y aura des dépenses de l'autre. Le monde économique participera à ces choix parce que c'est aussi pour redonner plus de compétitivité à la route qu'on met en place ce système. Merci beaucoup. Parlons d'un autre sujet de fond avec vous, Nathalie Vaxelaire. On le sait, les CFA, les centres de formation des apprentis, vivent un contexte compliqué, assez contraint.
Vous demandez de l'aide à la région pour justement aider ces centres de formation. Alors, tout d'abord, je voulais répondre un petit peu sur ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, l'industrie, c'est la clé. Il n'y aura pas de territoire fort sans une industrie forte. Et il faut comprendre que si vous, au niveau de la région Grand Est, vous êtes soumis à des contraintes budgétaires, nous, entreprises, on n'a pas le choix. Si on n'est pas compétitif, mais on ne peut plus survivre. Donc cette dimension budgétaire, on l'a déjà intégrée, et croyez-moi, les réductions de coûts, on sait ce que ça veut dire. Ceci étant, vous nous avez dit aussi tout à l'heure qu'on est une des régions qui exporte le plus. Et je fais partie des entreprises qui exportent, j'en suis fière. Mais je dois dire que l'éco-contribution, une fois de plus, ça va nuire à ma compétitivité, parce que si je dois exporter, je dois trouver un port pour expédier mes machines. Et je dois passer, malheureusement, étant implanté dans les Vosges, je dois passer sur les axes qui vont être taxés. Bon, j'arrête, je ferme la parenthèse, mais c'est important d'avoir ça en tête. Parce qu'on dit souveraineté, il faut qu'on ait une industrie forte. Oui, la souveraineté, on s'en est souvenu au moment du Covid, rappelez-vous. C'était la catastrophe, on ne savait plus faire de masques, etc. Mais entre-temps, on a tout oublié. Et on nous en rajoute, et des normes et des choses. Alors moi, je réclame une chose, avant de parler des compétences, c'est un moratoire. Un moratoire de la complexité, un moratoire des normes, un moratoire des taxes. Laissez-nous vivre. On est en train d'accumuler les crises. Avant, elles arrivaient les unes après les autres. Maintenant, elles se superposent. Donc laissez-nous faire notre job, laissez-nous avancer. On a des idées plein la tête. J'ai regardé ici, en faisant le tour, il y a plein de belles entreprises qui ont vraiment innové sur plein de choses, mais laissez-nous survivre. Laissez-nous survivre. Après, juste un mot de réponse là-dessus. Je rappelle quand même que la région n'édicte aucune norme. Non, je sais, mais vous pouvez influencer. Enfin, à mon modeste niveau, je m'efforce d'influencer. On a malheureusement une suradministration dans ce pays. On est d'accord. On a une capacité à surtransposer toute une série de taxes, de normes auxquelles ne sont pas soumis nos voisins européens, parce que l'administration française produit de la norme au kilomètre. Et tant qu'on n'aura pas mis fin à ce système-là, il y aura toujours des surcoûts en France liés au fait qu'on a une administration qui a été pensée pour faire de la norme, alors que les temps imposent aujourd'hui davantage de compétitivité et probablement davantage de souplesse pour les entreprises. Alors effectivement, pour revenir à l'industrie... Sur le sujet de la formation, Nathalie Vexeler, parce que l'industrie, c'est avant tout des femmes et des hommes, et des compétences, des savoir-faire. Et on a multitude autour de nous, que ce soit le verre, le métal et autres. Et aujourd'hui, on a besoin de ces ressources. Pourquoi ? Parce qu'on fait face aussi à des défis démographiques. On sait qu'il va falloir remplacer beaucoup de compétences dans nos entreprises. Et pour le chiffre, c'est 44 000 recrutements par an dans le Grand Est jusqu'en 2030. Exactement, 200 000 au niveau national, donc pour vous donner une idée de l'ampleur. Donc aujourd'hui, plusieurs axes. Effectivement, il y en avait un qui était très bien, et qui est toujours très bien du reste, c'est l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que ça permet à des jeunes qui sont un peu sortis du niveau du système scolaire, qui décrochent après le collège, de découvrir un métier, une entreprise, et puis finalement de se former et de petit à petit de grandir, puisqu'en fait il y a des jeunes qui sont entrés CAP, qui terminent en école d'ingénieur. Mais aujourd'hui, on fait face à une difficulté. Les règles du jeu changent sans arrêt. On a vu qu'effectivement la prise en charge du financement, elle baissait. Dans le même temps, les entreprises ont un manque de visibilité sur leur business, ce qui conduit quand même à une réduction de prise en charge d'apprentis. Donc effectivement, on est face à une difficulté. Ceci étant, on a plein de choses face à nous. On a des mutations importantes. On parle de décarbonation, on l'a évoqué tout à l'heure. On parle effectivement d'intelligence artificielle. Il faut investir fortement dans la formation. C'est indispensable aujourd'hui, dans la formation initiale, dans la formation tout au long de sa carrière. Et aujourd'hui, il faut vraiment que tous les acteurs travaillent ensemble sur cela. C'est notre avenir. Les compétences, c'est notre avenir. Il n'y a pas d'industrie sans compétences. Justement, sur ce point, Franck Leroy, avec le déficit démographique, les 44 000 recrutements par an à venir jusqu'en 2030, comment la région, elle fait venir travailler dans le Grand Est ? Parce que ce n'est pas le tout d'attirer les entreprises, il faut aussi attirer les profils. Alors, ce sont les entreprises qui font venir des talents de l'extérieur souvent, et c'est à nous de créer avec
avec les villes, avec les agglomérations, avec les intercommunalités, des conditions de logement, d'attractivité, d'image qui font qu'on a envie de venir travailler dans telle ou telle commune et donc dans telle ou telle entreprise. J'étais hier chez Real Meca, qui est une entreprise, une vraie pépite industrielle qui est dans la Meuse, à Clermont-en-Argonne. Le premier souci du chef d'entreprise, c'est de faire venir des ingénieurs, des techniciens de très haut niveau sur des enjeux absolument stratégiques au niveau national à Clermont-en-Argonne. Et c'est pas facile. C'est pas facile dans le Grand Est, mais c'est encore moins facile dans des petits villages sur lesquels on abrite parfois des pépites industrielles et il faut être très sensible à cela. Il y a la question également de l'orientation. Parce qu'aujourd'hui, le drame qu'on vit, c'est que quand on regarde la manière dont les jeunes s'orientent, beaucoup d'abord sont complètement perdus lorsqu'il faut faire une orientation dans le cadre scolaire au niveau du lycée. Parfois, on a connu le lycée professionnel comme la voie de l'échec, c'est-à-dire qu'on a tous entendu dans notre parcours un moment, si tu ne travailles pas bien à l'école, t'irais au lycée professionnel. Ce n'était pas le meilleur moyen d'attirer les bons. Aujourd'hui, on a énormément investi. L'UIMM en a fait autant à travers ses CFAI notamment pour doter notre territoire d'outils, de plateaux techniques industriels, de manière à déjà faire en sorte que nos outils de formation soient calibrés par rapport aux besoins de l'industrie. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un espèce d'appel d'air pour que les jeunes de notre région comprennent, leurs familles comprennent que leur avenir est dans l'industrie. D'abord, l'industrie est un secteur qui paye mieux que le secteur des services. Deuxièmement, c'est un secteur dans lequel la promotion professionnelle existe beaucoup. Il est fréquent de croiser des chefs d'entreprise ou des directeurs de sites qui ont commencé en bas de l'échelle et qui ont pu, grâce à leur travail, grâce à leur talent, progresser. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Et en plus, notre région est une région qui a une culture industrielle très forte qu'il faut absolument développer. Donc, l'un des enjeux les plus importants aujourd'hui, c'est comment toucher les jeunes qui sont en 4e ou en 3e pour leur commencer à leur envoyer une petite musique autour de l'industrie qui est au cœur de tous les grands enjeux qu'on va connaître. Quand on parle de décarbonation, quand on parle de production d'énergie renouvelable, quand on parle de préservation de la ressource, etc., l'industrie est au cœur de tout ça. L'entreprise d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'entreprise d'il y a 30 ou 40 ans, avec ces fumées noires qui caractérisaient l'industrie, en tout cas de l'imaginaire collectif que nous avions en industrie. Quand on va dans des entreprises aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec cela. On est dans des démarches à la fois de recherche de compétitivité, d'innovation, de numérique, d'intelligence artificielle, de décarbonation. On est dans un univers complètement différent. Mais le référentiel de beaucoup, parce qu'ils ont vécu une période industrielle difficile, et je le respecte, dans des bassins lorrains, dans des bassins des Ardennes et autres, l'industrie a été marquée par la période de crise qu'on a connue, grosso modo, à partir des années 80. Maintenant, on a un besoin impératif d'industrie et on doit mener, nous, avec l'ensemble de la sphère industrielle, et lui-même joue un rôle important en la matière, toute une série d'actions pour attirer le regard des jeunes vers l'industrie, parce que c'est là qu'ils vont construire leur avenir, c'est là qu'ils vont s'épanouir, et c'est là qu'on a besoin d'eux. Parce qu'on aura beau investir dans tout ce qu'on veut demain, intelligence artificielle, si vous n'avez pas les hommes et les femmes à mettre en face de vos machines, cet investissement, il sera perdu ou il ne se fera pas, parce qu'un chef d'entreprise qui n'a pas la garantie de pouvoir avoir l'effectif en face d'une ligne de production, ne crée pas cette ligne de production s'il n'est pas sûr d'avoir les effectifs en face. Donc il y a un enjeu humain extrêmement important, et c'est pour moi l'un des principaux, pour ne pas dire le principal défi à relever, à cause aussi des mutations démographiques. Des effectifs importants vont partir en retraite dans nos entreprises, des agents talentueux, des techniciens, ils arrivent à 60 ans, 65 ans, ils ont le droit de prendre leur retraite et ils ont fait une carrière extraordinaire. Si on n'a pas les jeunes à mettre en face, on sera en grande difficulté. Mais je veux dire, ça vaut pour notre région comme pour d'autres régions. On a un problème démographique national qui commence à devenir inquiétant. C'est pour ça que quand on entend les discours, je le dis sans faire de politique, mais quand on entend certains discours sur l'immigration disant qu'on pourrait stopper l'immigration, c'est une folie. Si vous stoppez l'immigration, vous tuez un certain nombre de filières économiques, industrie et autres. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a besoin, quand on a une situation démographique difficile, d'aller chercher des compétences ailleurs. Et on est bien content de les avoir quand on les rencontre dans les entreprises, que ce sont des agents qui font un travail remarquable. Voilà, on ne peut pas faire de la politique politicienne là-dessus, parce que les enjeux économiques sont extrêmement importants. Nicolas Grosdidier, Nathalie Vexelaire, le mot de la fin. Donc, président, la formation, ça fait partie de vos compétences.
tous les centres de formation, qu'on soit dans le bâtiment, qu'on soit dans l'industrie, qu'on soit dans les services, aujourd'hui, on rencontre de grandes difficultés liées au financement de la formation. Ne pourriez-vous quand même pas prendre la main sur la carte de formation pour que soient harmonisées, je dirais, et optimisées les formations qui pourraient l'être? Le français, l'anglais, les mathématiques, qu'on fasse du service, qu'on soit dans le bâtiment, qu'on soit dans l'industrie, on a les mêmes besoins. Donc je pense qu'il y a un souci d'optimisation et aujourd'hui, chacun travaille dans son coin. La région Grand Est pourrait être le liant justement à cette cartographie et optimiser les ressources aussi de la région. Alors on n'a plus la main sur l'apprentissage depuis quelques années. Pour autant, il y a un travail à faire avec on en a parlé avec le président du MEDEF Grand Est que j'aperçois à ma droite il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire éviter, par exemple, qu'on se constitue en situation de concurrence. Quand on a sur un même bassin un plateau technique très performant côté centre de formation d'apprentis et en même temps sur le lycée technique du coin ou professionnel du coin, il y a une anomalie. Il faut qu'on arrive à mutualiser nos équipements parce que si on veut avoir des équipements de très haut niveau, c'est des investissements très coûteux et on ne peut pas les faire financer d'un côté par l'UIMM et de l'autre côté par la région parce qu'il y a un doublon. Donc on doit pouvoir arriver à travailler plus étroitement ensemble en la matière. Quant à la carte des formations, c'est un travail qu'on doit mener avec l'éducation nationale parce qu'elle est de la partie. Et moi j'aspire à ce qu'effectivement on ait, et ça on peut le faire très vite, des réunions tripartites, filière industrielle, éducation nationale, région, pour savoir comment on se positionne sur cette carte des formations, comment on anticipe la carte des formations, parce qu'il faut toujours avoir le coup d'avance en la matière. Ce n'est pas au 1er septembre qu'on pense à la carte de formation de l'année, c'est 2 à 3 ans par avance minimum, parce qu'il y a des équipements à prévoir. Et je pense que là, on gagnerait en efficacité si on arrivait très vite à avoir cette vision à court-moyen terme pour éclairer le paysage de la formation et derrière entreprendre toutes les démarches d'orientation pour guider ensuite la jeunesse vers ces plateaux techniques qui formeront, encore une fois, les jeunes talents des entreprises de demain. Nathalie Vaxelaire, vous vouliez reprendre la parole, je crois, non? Oui. En fait, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on a un beau terrain, qu'il faut qu'on arrive à travailler mieux ensemble pour en faire une réussite. Et je pense qu'on a tous les atouts en main, mais à nous de jouer collectif. Je souscris à 200%. C'était le mot de la fin, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir suivi l'allocution du président de la région Grand Est, du président de l'UIMM Champagne-Ardenne, Nicolas Grosdidier, et de Nathalie Vaxelaire, présidente de l'UIMM Lorraine. Merci à toutes et à tous.